Bonjour à toutes et à tous, je suis Noémie Gilliotte, rédactrice en chef du magazine Direction. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'association OETH et le magazine Direction en partenariat avec la mutuelle Corum. Alors le thème qui nous réunit ce matin est un enjeu majeur pour les directeurs et cadres que vous êtes, l'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social, un sujet que la crise sanitaire a particulièrement ravivé. Et en la matière, tous les leviers sont bons à actionner et les équipes de direction doivent faire feu de tout bois. Alors aujourd'hui, c'est le levier de la politique handicap de vos organisations que nous allons aborder, aussi bien en matière de maintien dans l'emploi que de prévention des inaptitudes et de l'usure professionnelle que nous vous proposons d'explorer à partir de 3 dispositifs de terrain desquels vous pourrez vous inspirer. Pour en parler, nous donnerons la parole à Pierre-Marie Lasblaise, qui est directeur général de l'association OETH, pour une introduction de ce thème. Puis, pour 10 minutes chacun, à Emmanuel Sicot, qui est chargé de mission au Cap Emploi 75, à Marie Mas, qui est responsable innovation et développement de services à l'association OETH, et Sylvain Conan, le directeur de l'EHPAD La Madeleine en Dordogne. Vous pouvez dès à présent poser vos questions dans la partie questions sur le contenu. Nos intervenants y répondront après chacune de leurs interventions, ce qui vous permettra d'aller plus loin sur chaque dispositif présenté. Merci également de réserver l'encart questions techniques pour vos éventuels soucis de cet ordre. Il est temps maintenant de laisser la parole à Pierre-Marie Lasblaise. C'est à vous, Merci Pierre-Marie. Noémie, bonjour à toutes et tous. Merci à nos partenaires sur ce webinaire Corum, la mutuelle Corum comme d'habitude, et puis vous, Magazine Direction, vous êtes plus nouveau dans ce partenariat, mais on est vraiment ravis de faire ce webinaire avec vous. Et puis merci aussi à nos invités du jour. Alors, c'est avec un plaisir particulier que j'ouvre ce webinaire, puisque figurez-vous, Noémie, que dans quelques jours, dimanche prochain, le 4 juillet, l'association OETH aura 30 ans. C'est l'anniversaire de son assemblée constitutive. Et au-delà du plaisir de souffler avec vous les bougies, ça nous permet aussi de faire le lien avec le sujet du jour, puisque ces 30 ans, c'est l'occasion aussi de célébrer l'engagement initial, l'engagement à l'origine de cet accord, l'engagement des organisations du secteur. Et cet engagement, il correspond à quoi? Il correspond d'abord à ce qu'appelait Georges Riffard. Georges Riffard, c'était le fondateur, l'un des fondateurs de l'accord OETH, qui a été directeur général de la FEAP. Et il parlait d'un choix éthique concernant l'accord OETH et il voulait par là signifier l'engagement d'un secteur qui lui-même accompagne des personnes en situation de handicap. Et donc, il considérait que ces organisations se devaient de mener une politique handicap aussi par rapport aux emplois et à leurs propres salariés. Un choix éthique, bien sûr, mais l'accord OETH ne peut marcher que s'il correspond, une politique handicap ne peut marcher que si elle correspond aussi à un engagement qui va au-delà et en particulier le fait que cet engagement en matière de politique handicap doit faire écho, doit amplifier les enjeux ressources humaines de ce secteur. Et je pense que la question du jour, la question qui est traitée, qui va être traitée ce matin dans ce webinaire, qui est celle de l'attractivité, elle montre bien, et vous l'avez bien posé, Noémie, en évoquant la question du levier que constituent les politiques handicap. C'est en effet l'enjeu de l'attractivité. Aujourd'hui, c'est l'enjeu RH numéro 1 de ce secteur, après 18 mois de crise sanitaire, dans un secteur qui en effet est bousculé par différentes tensions, que ce soit la difficulté à recruter, la difficulté à fidéliser, les enjeux de maintien en emploi, les risques d'inaptitude. On voit beaucoup d'enjeux autour de l'attractivité. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'accord OETH qui va revaloriser les salaires dans le secteur. Bien sûr, ce n'est pas l'accord OETH qui va régler toutes les questions d'attractivité. Mais pour autant, le développement, la structuration de politiques handicap, le fait de pouvoir embaucher des profils différents, le fait de pouvoir amplifier l'effort de fidélisation, de pouvoir accompagner les employeurs qui souhaitent accompagner leurs équipes de façon et prendre soin davantage peut-être de leurs équipes, ça fait partie de leviers complémentaires au service de cette politique d'attractivité. Et je crois que c'est ce que vos invités vont avoir l'occasion de développer ce matin. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire et de bons débats.
Merci beaucoup Pierre-Marie pour cette introduction et d'avoir présenté ainsi les enjeux et le lien entre cette politique handicap et l'attractivité. Alors on va pouvoir l'illustrer de façon très concrète ce matin. On commence avec Emmanuel Sicot, qui est donc chargé de mission à Cap Emploi 75, qui a piloté la mise en œuvre d'une POEC, donc une préparation opérationnelle à l'emploi collective, de septembre à novembre 2020. Vous avez ainsi accompagné 14 stagiaires vers le métier d'agent d'accueil social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce métier, ce dispositif, la POEC, permettent de répondre aux besoins tant des employeurs, mais aussi des personnes en situation de handicap, et comment est-ce que ça fonctionne? Oui, en effet, merci Noémie. Bonjour à tous. Juste deux points d'introduction me concernant. J'interviens au Cap Emploi de Paris. Pour vous le rappeler à tous, le réseau Cap Emploi aujourd'hui, c'est 98 départements en France, 98 Cap Emploi. Et moi, j'ai le plaisir de représenter le Cap Emploi de Paris. Et dans ce cadre-là, j'ai échangé avec l'OETH puisque j'interviens spécifiquement dans le champ de l'insertion de personnes en situation de handicap auprès des secteurs du service à la personne, mais aussi et surtout du médico-social. Et en effet, Noémie, vous faites référence à une POEC que nous avons mise en œuvre fin 2020 au Cap Emploi de Paris sur le métier d'agent d'accueil social. Donc la spécificité de ce dispositif est qu'il s'agit d'une formation courte dédiée à des personnes en situation de handicap exclusivement, qui souhaitent s'orienter vers les métiers du social et le secteur du social, médico-social, sur un métier d'agent d'accueil social qui n'était pas représenté auparavant, si l'on peut dire, sur un dispositif spécifique auprès de personnes en situation de handicap. Donc oui, en effet, on a souhaité, sur l'année 2020, elle a été enclenchée en septembre, mettre en œuvre une POEC avec le concours, bien sûr, vous l'avez compris, de l'OETH, de l'OPCO Santé, du Cap Emploi de Paris, mais aussi des Cap Emploi franciliens. Et à travers cette formation courte de 3 mois, raisonnablement, l'idée était de donner envie à des personnes en situation de handicap d'aller travailler dans le médico-social à travers vos différentes structures aux uns et aux autres, avec le concours de l'OETH et de l'OPCO Santé. Voilà ce que je peux à ce stade déjà vous répondre, Noémie. Alors concrètement, comment est-ce que les personnes en situation de handicap étaient identifiées? Qui sont les différents partenaires qui permettent d'identifier ces personnes et puis de les accompagner dans cette formation? Et ensuite, comment est-ce qu'elles arrivent en emploi concrètement? Alors écoutez, concrètement, le réseau Cap Emploi, Paris, mais tous les autres Cap Emploi accompagnent tout type de handicap, tout type de profil, demandeurs d'emploi en situation de handicap en mesure d'aller travailler. Donc avec une RQTH délivrée par la MDPH, vous le savez tous. À partir de là, on écoute les besoins et les souhaits des uns et des autres, et ceux qui manifestent une envie d'être agent d'accueil administratif, vous le savez, ou en tout cas je vais vous le dire, on en a beaucoup. Mais des postes d'agent d'accueil administratif purement, il n'y a pas les places pour tout le monde, et en revanche, sur le métier du médico-social, le champ d'activité du médico-social, il y a des possibilités. Donc concrètement, c'est d'orienter les demandeurs d'emploi en situation de handicap à ouvrir un peu leur chakra, à ouvrir un peu leur projet et à envisager pourquoi pas un projet dans le médico-social. Donc concrètement, on accompagne les demandeurs d'emploi, on leur fait part de véritables possibilités dans le champ, dans le secteur médico-social. Alors je le sais, et vous le savez tous, mais je vais vous rassurer, tous diplômés d'État, AES, assistants de service social, EduxP, CAFERWIS, CAFDES, je ne vais pas tous vous les faire. Mais pour le coup, cette POC d'agent d'accueil social, avec ce niveau intermédiaire ou pas avec l'exigence d'un diplôme d'État, pouvait ouvrir des possibilités à des demandeurs d'emploi de rejoindre le secteur médico-social sans avoir forcément déjà préalablement pensé
à faire un diplôme d'État sur 12 mois, 18 mois ou 3 ans. À partir de là, on accompagne les demandeurs Donc, d'emploi. c'est une première étape. Oui, c'est une première étape dans l'élaboration du projet et dans la validation du projet. Donc, un demandeur d'emploi, il est en situation d'aller travailler. Pourquoi pas le secteur médico-social? Pourquoi pas un métier d'agent d'accueil social? Et là, en effet, ça peut correspondre à bon nombre de demandeurs d'emploi que le réseau Cap Emploi accompagne, puisque, en effet, vous le savez, hein, une personne en situation de handicap qui a déjà un diplôme d'État d'infirmière ou d'EduxP ou d'assistante de service social n'a pas forcément besoin de nous pour trouver un travail. Mais cependant, ceux que nous pouvons accompagner qui souhaiteraient s'orienter vers ce secteur-là, cette POEC pouvait répondre à cette situation de demandeurs d'emploi que nous accompagnons et à des besoins que le secteur médico-social peut avoir et peut exprimer, ou en tout cas ouvrir un peu plus ses portes à des gens en situation de handicap à travers une prise de risque, si vous me permettez ce commentaire, relative, puisqu'on est sur un agent d'accueil social en POEC en formation. Puisqu'en effet, la POEC en question, c'est 3 mois de formation avec 1 mois de stage sur le terrain parmi certains employeurs. Alors les employeurs, ce sont l'Armée du Salut, Emmaüs Solidarité, OE75, les Apprentis d'Auteuil, un IME, les œuvres Secours Enfants, OSE, un EHPAD avec un centre Alzheimer, les œuvres de la Mille-Pain. Donc, si vous voulez, ce projet a été réfléchi pour accompagner les demandeurs d'emploi qui souhaiteraient aller dans vos secteurs d'activité, dans votre secteur d'activité, dans vos structures respectives de publics vulnérables, qui accompagnent les publics vulnérables, sur un métier d'agent d'accueil social avec des prérequis raisonnablement accessibles, dès lors, selon moi, qu'il y a du sérieux et de l'envie, et une capacité à travailler, évidemment, hein, mais ça, c'est déjà établi. Et à partir de là, ce métier d'agent d'accueil social a été réfléchi de cette manière. Puisqu'en effet, le dénominateur commun était agent d'accueil social auprès d'un public vulnérable, auprès de publics vulnérables, enfants, adultes, personnes en situation de handicap, personnes âgées, Alzheimer ou autres. Donc voilà la situation. Alors évidemment, hein, ça a été partagé avec l'OPCO Santé, avec l'OETH, avec le Greta M2S qui a participé activement à cette POEC. Et quand je dis que ça a été partagé avec ces différents partenaires et financeurs, ça a été partagé avec eux dans le sens où cette notion de vulnérabilité permettait aussi de proposer cet outil d'insertion pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour vous, pour répondre à votre politique handicap ou pour y contribuer tout au moins, dans le sens où à travers, excusez-moi, cette notion de public vulnérable, ça permettait d'ouvrir à pas mal d'employeurs assez variés, en fait. Voilà l'idée qui était celle-là. D'accord. Et alors, Emmanuel Sicot, vous avez dit que vous avez utilisé comme expression ouvrir les chakras des demandeurs d'emploi pour leur donner l'idée et l'envie d'aller vers le secteur social et médico-social. Est-ce qu'à l'inverse, il faut aussi un peu ouvrir les chakras du côté des employeurs pour leur donner l'idée de recruter des personnes en situation de handicap et d'aller vers un dispositif qui est peut-être pas hyper connu, la POEC? Oui, Noémie. La POEC a le mérite d'être une formation en 3 mois. On a des financeurs publics qui y contribuent activement, les différents OPCO, mais là, pour le coup, l'OPCO Santé et l'OETH ont allègrement et volontiers participé à cette proposition. Donc, la POEC, c'est un dispositif dont les employeurs peuvent s'emparer, je crois, raisonnablement aisément. Il y a 2 mois de formation pour un demandeur d'emploi et il y a 1 mois, 3 semaines de stage. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas du travail, bien sûr que c'est du travail. Il faut des tuteurs, il faut une organisation, il faut une disponibilité pour accueillir un stagiaire. Mais c'est possible. On a 14 stagiaires en pleine période de crise sanitaire qui ont quand même réussi à trouver et à aller en stage chez 14 employeurs du médico-social fin 2020. Alors après, ouvrir les chakras des employeurs, comment vous répondre, Noémie? Je me permettrai pas. Vous savez, je connais les impératifs des services RH et du secteur médico-social. Et le secteur médico-social, selon moi, mais sous votre contrôle à tous,
vous travaillez déjà auprès de publics vulnérables. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas toujours une évidence pour vous de vous dire, oh là là, je vais peut-être pas accompagner une personne supplémentaire dans mes effectifs, alors que déjà mon activité de cœur, c'est le public vulnérable. Alors moi et le Cap Emploi, le réseau Cap Emploi, nous accompagnons les demandeurs d'emploi qui sont en mesure d'aller travailler et de travailler, et pourquoi pas de découvrir le secteur médico-social. Et on a quelques réussites pour le coup, Noémie, si peut-être j'anticipe là. C'est ça que j'allais vous demander. Oui, Oui, et justement, comment ça fonctionne fin d'année? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les taux d'intégration d'intégration en emploi ou en formation pour ces 14 stagiaires? Alors, POC, 14 stagiaires pendant 3 mois. À ce stade, nous sommes à 9 sorties positives sur 14. Une sortie positive, elles ont été établies de la manière suivante. C'est une entrée en emploi, CDD de 3 mois ou plus, ou une formation en alternance justement sur un diplôme d'État, puisque l'une des personnes stagiaires de ce dispositif va faire un diplôme d'État d'EduxP avec Emmaüs au mois de septembre 2021 et une autre sur un diplôme d'État moniteur éducateur. Donc, et là aussi, nous le considérons en sortie positive. Mais 7 autres ont trouvé un emploi. Pour certaines d'entre elles, c'est déjà une grande réussite puisqu'il y avait certains demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, dès lors qu'on a un contrat CDD ou CDI, on le considère en sortie positive. Alors, notre sortie positive sur 14, on est à un ratio de à peu près 65%. Dans la pratique, sur ce type de dispositif, sous le contrôle de ma direction et de mes collègues opérateurs publics de l'emploi du Pôle emploi, on est sur des bases de 60 à 80% selon les dispositifs et les formations. Donc là, on est plutôt sur la fourchette basse, mais 65%, secteur médico-social, en situation de handicap, en période de crise sanitaire, si vous m'accordez ce commentaire. Raisonnablement, à ce stade, on est, je crois que c'est plutôt pas mal. Alors, on a déjà une première question. On vous demande qui est le prescripteur de ces préparations opérationnelles à l'emploi. Concrètement, vous mettez-vous à la place d'un employeur dans le secteur. Comment ça se passe pour intégrer ce genre de dispositif? Qui prescrit? Qui paye quoi? Comment ça fonctionne? Alors, là, on parle d'une POEC qui a été mise en œuvre à Paris avec le concours de l'OETH Île-de-France. L'OETH, c'est sur toute la France, mais l'OETH est bien présente, donc je laisserai le soin de ce rappel. Mais en tout cas, là, c'était le concours de l'OETH sur un projet Île-de-France, Paris, avec l'OPCO Santé pour ce projet de Paris. Donc, le Cap Emploi de Paris a été prescripteur sur cette POEC auprès d'employeurs du médico-social parisien et francilien, puisqu'on avait ouvert au département limitrophe de Paris. Mais si il est vrai, demain ou après-demain, l'un d'entre vous basé à Mulhouse ou à Bordeaux, vous souhaitiez aller sur une POEC, il faut vous adresser à l'opérateur public de l'emploi local, Pôle emploi, mais Cap Emploi aussi, bien sûr, sur pourquoi pas un dispositif dédié personnes en situation de handicap qui peut être mené. Mais en tout cas, les pôles emploi, bien sûr, les Cap Emploi et les missions locales sont prescripteurs d'une POEC. Les POEC sont financés par les opérateurs publics de l'emploi, mais aussi et surtout, le Pôle emploi participe activement au financement des POEC, mais aussi les OPCO, l'OPCO santé, l'OETH et l'OPCO santé pour le médico-social, pour ne citer que celui-ci, mais là aussi sous contrôle de Monsieur Lasblay. Donc, qui finance les POC? Le Pôle emploi finance des POC, les OPCO y contribuent, et après, selon les dispositifs et les projets, l'AGFIP peut y participer, le FIPHFP pour la fonction publique peut y participer, et le ETH, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le médico-social, y a participé grandement sur cette POC d'agent d'accueil social.
Donc pour un employeur, c'est tout bénéfice, sachant que c'est à la fois financé, que ça permet de recruter quelqu'un, de servir sa politique handicap et de travailler sur les représentations aussi qu'ont les employeurs sur l'emploi des personnes handicapées. Noémie, professionnelle de la communication que vous êtes, j'en ai rien à dire à ce que vous venez de dire. C'est en effet ça. C'est exactement ça. Je ne vois pas d'autres aspects que tout bénéfice pour les employeurs, en effet. De mon œil chargé de mission d'insertion, mais oui, je partage pleinement votre commentaire. Alors, si vous aviez de cette expérience quelques enseignements à tirer, ou en tout cas quelques conseils à donner à des employeurs qui veulent se lancer comme ça en 2-3 points, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Alors écoutez, il faut ne pas hésiter à se rapprocher de son opérateur public de l'emploi local. Il faut échanger avec son service RH en interne et son référent handicap en interne au sein de vos structures respectives, ou une personne sensibilisée à la notion du handicap pour un dispositif dédié aux personnes en situation de handicap. J'ai déjà envie de vous dire ça. Après, vous savez, des actions de communication et de sensibilisation autour du handicap, la GFIP communique très bien sur ces aspects-là, l'OETH aussi, bien sûr. Vous avez des supports qui peuvent être intéressants. Maintenant, il faut déjà se rapprocher de son Cap emploi local et échanger avec eux. Là, on parle d'une POEC. Donc, c'est un dispositif, c'est quelque chose qui peut être un peu plus conséquent à mettre en œuvre. Mais on peut aussi parler, mais très rapidement, Noémie, vous inquiétez pas, d'une période d'immersion professionnelle pour les personnes en situation de handicap que vous pouvez accueillir parmi vos structures, ou le recrutement, CDD, CDI, que vous faites déjà tous, hein, je le sais. Voilà ce que je peux dire à ce... Et une question très pointue pour terminer. Effectivement, donc c'est des personnes en situation de handicap qui sont accompagnées dans ce cadre-là pour trouver un emploi, mais donc c'est une question, que fait-on quand la personne en situation de handicap, quand par exemple l'exemple qui est donné, c'est une personne épileptique sur un poste avec un contact, avec des outils de travail pointus, coupants, brûlants, qu'est-ce qu'on fait quand le handicap peut gêner cette insertion ou le bon déroulé du poste? Aménagement de poste. Les Cap emploi aujourd'hui portent aussi les services de maintien en emploi et d'aménagement de poste. Alors que ce soit du maintien en emploi, anciennement les services du SAMET, que vous connaissez tous. Aujourd'hui, ce sont les Cap emploi qui portent ça. Donc ça, c'est pour du maintien en emploi. Et dans le cadre d'une POC pour les personnes qui sont en situation de handicap plus spécifique peut-être, qui pourrait nécessiter un aménagement, dans le cadre de la POC, on peut l'envisager aussi. Alors, évidemment, vous pouvez le comprendre, 3 mois de formation, 2 mois formation théorique, 1 mois de formation pratique, on va pas mettre en action un aménagement de poste conséquent pour une période aussi courte, dans le cadre de la POC. Mais on fait déjà des choses. Il y a des choses qui se passent. Enfin, moi, enfin mes collègues de Paris, on œuvre dans ce sens-là sur d'autres POEC aussi. Donc oui, aménagement tout à fait envisageable. D'accord. Ce que l'on appelle des prestations d'appui spécifiques ou des EPAST pour les référents handicap. Vous connaissez tous ces aspects-là, je pense. Mais oui, c'est possible. Merci. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir présenté cette initiative qui a, je suis certaine, suscité l'intérêt de tous les participants. Vu le timing qu'on a et l'horaire qui file, je vais donner tout de suite la parole à Marie Mas pour présenter une deuxième initiative qui s'appelle Oasis Handicap. Alors c'est un nom qui donne des envies d'ailleurs, mais Marie-Mas, où est-ce que ce dispositif a vocation à nous emmener ? Bonjour Noémie, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, en effet, je suis là aujourd'hui pour vous parler du dispositif donc Oasis Handicap, mais avant d'aborder ce que c'est Oasis Handicap, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que moi qui travaille au sein de l'association ETH, en fait, notre intervention vise à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, mais avec cette spécificité sectorielle. Donc avant de mettre en place quelques dispositifs qui existent, ceux qu'on met en place, en tout cas, on réfléchit d'abord par rapport à la spécificité sectorielle.
Oasis au handicap, s'il fallait le décrire en un seul mot, ce serait un tremplin. C'est un dispositif qui vise à favoriser l'accès aux métiers du secteur social pour les personnes en situation de handicap. Et pourquoi c'est né? Alors pourquoi c'est né? C'est né un dispositif qui est né en partenariat avec l'IRTS de Montpellier, donc qui est aujourd'hui l'association donc Faire ESS, où sur l'accord OTH 2011-2015, on avait mis une priorité à l'accès à l'emploi sur les métiers en tension de notre secteur. Et donc, on avait mené une expérimentation et aller rechercher un petit peu toutes les spécificités aujourd'hui du secteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un secteur, et ça vous le savez tous, où souvent les métiers sont adossés donc à des diplômes ou des certifications. Ce qui ne rend pas aisé l'accès à ces métiers-là, puisque souvent, il faut passer par la case concours, sélection. Et puis en plus, c'est un secteur d'activité avec une multitude de métiers, une multitude de publics accueillis. Et donc, pour une personne qui est demandeur d'emploi, qui voudrait en fait s'orienter vers un métier du secteur, c'est pas toujours évident de savoir vers quoi on peut aller et vers quoi on est fait en termes de métier. Et donc, il y a quelques années, on a rencontré donc l'IRTS de Montpellier et on a décidé de porter avec l'IRTS en fait le dispositif Oasis Handicap, qui veut dire donc orientation, accompagnement dans le secteur de l'intervention sociale. Et l'idée, c'est, comme je l'ai dit, c'est un tremplin, donc c'est préparer des personnes à pouvoir rentrer en formation afin d'être après embauchées sur des métiers donc de l'intervention sociale. Concrètement, le dispositif, ça va ressembler finalement un peu à une POSC et à ce que Monsieur Sicot donc a présenté un peu avant, c'est qu'on va accueillir donc 15 personnes en situation de handicap qui veulent s'orienter vers ces métiers-là. Mais pour pouvoir s'orienter vers ces métiers-là, auront besoin de découvrir la palette des métiers, d'aller pouvoir tester, donc découvrir, déterminer un projet professionnel, d'aller le tester par de l'immersion professionnelle, de valider le projet et surtout de le concrétiser. Comment on le sécurise pour pouvoir aller plus loin. Donc, ce dispositif, c'est 420 heures, donc 210 heures en formation et 210 heures donc en stage auprès des employeurs du secteur sur les métiers, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, assistant service social, moniteur d'atelier, voilà, vraiment toute la palette de l'intervention sociale, dédiée donc pour 15 personnes. Et donc, comme ça a été une réussite en fait de l'expérimentation qu'on avait menée en 2013 et 2014 avec Montpellier, on avait, sur les 15 personnes accueillies, il y en avait au moins 10 qui avaient signé des contrats en apprentissage. Je me rappelle sur la deuxième année, on s'est dit à OTH, on ne peut pas le réserver uniquement à une région et à un département de France. Donc, en fait, on s'est associé avec l'UNAFORIS, donc la Fédération des centres de formation de l'intervention sociale, pour pouvoir le déployer avec un objectif, on va dire, qui était fixé à 2020, d'avoir une couverture nationale. Ce qui est chose faite, puisqu'aujourd'hui, on a 25 territoires, donc 25 sessions qui se déroulent chaque année en France. Et donc, jusqu'à depuis finalement la mise en place du dispositif, on a environ 800 personnes qui ont suivi le dispositif. Et sur ces 800 personnes, on a plutôt vraiment des très très bons résultats, puisqu'on a 70% de sorties positives. Alors, sorties positives, c'est des personnes qui valident en fait leur projet vers le secteur, qui soit à la fin du dispositif s'orientent vers le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, soit rentrent en formation initiale ou sont même parfois directement embauchés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est important pour les employeurs qui sont là aujourd'hui dans ce webinaire, c'est que c'est aussi un dispositif qui permet aussi à des personnes de s'apercevoir parfois qu'elles ne sont pas faites pour le secteur. On n'est pas du tout sur des objectifs quantitatifs, mais vraiment sur des enjeux qualitatifs, de permettre à des personnes de mieux découvrir les métiers, de valider le projet et de le sécuriser. Et pour certaines, parfois, c'est de se dire « Ah non, finalement, je suis pas faite pour le secteur ». Donc, en fait, on est face à des personnes qui sont vraiment très motivées et qui, avant de rentrer en formation, vont réellement savoir ce que c'est le métier. Aujourd'hui, par rapport à ces personnes qui poursuivent après l'aventure après Oasis, donc qui rentrent en formation donc dans les centres de formation de l'intervention sociale, on a environ 30% qui sont embauchés directement après, notamment par la voie de l'apprentissage. Donc c'est vraiment aujourd'hui avec ces enjeux d'attractivité,
on va dire que ce type de dispositif est un vrai levier pour favoriser l'emploi dans le secteur. On ne s'arrête pas là au TH parce que, comme vous le comprenez, en fait, ce dispositif s'oriente plutôt sur les métiers de l'intervention sociale. Aujourd'hui, on a son pendant qui est OA Santé, donc orientation, accompagnement dans le secteur de la santé, pour accompagner, donc en expérimentation, là pour le moment sur le dispositif, pour accompagner des personnes à s'orienter vers les métiers de la santé. Et donc, comme un peu a pu le dire Monsieur Sicot tout à l'heure, c'est que c'est tout un travail partenarial. Et donc, je profite de ce webinaire quand même pour remercier tous nos partenaires, que ce soit Cap Emploi, Pôle Emploi, les missions locales, les services de santé au travail, les CFA, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on met en place ce type de dispositif, c'est toute une démarche partenariale, une équipe qui est investie pour nous accompagner. Et Monsieur Sicot, lui-même, nous accompagne sur le dispositif qui est porté en Île-de-France. Et bien voilà. Marie, je tombe au bon moment. Quelles sont les démarches pour les employeurs concrètement pour intégrer ce dispositif parce que ce sont les mêmes que pour une POEC, parce que finalement, ce que nous faisait remarquer un participant, c'est que tous ces dispositifs peuvent servir de tremplin ou de complément les uns aux autres pour construire tout un parcours vers l'emploi. Ouais. Mais concrètement, quand on est employeur, on commence par quoi? En tout cas, le dispositif Oasis est soutenu par l'OETH, c'est porté donc par l'OETH en partenariat donc avec Unaforis. Un employeur aujourd'hui, contrairement à une POEC où il faut qu'il s'engage pour pouvoir derrière s'engager dans le dispositif, là, il faut simplement qu'il se rapproche des centres de formation qui sont conventionnés avec OETH et Unaforis et qui mettent en place le dispositif Oasis. Donc la liste est sur notre site internet et on vous renverra de toute façon les informations sur le dispositif. Il peut se rapprocher donc directement du centre de formation, dire qu'il est intéressé éventuellement. Moi, ce que je conseille, c'est aussi accueillir en stage, parce que accueillir en stage permet aussi d'envisager la suite. Donc accueillir en stage les personnes. Et si d'autres besoins d'informations sur le dispositif, bien sûr, l'équipe OETH et les chargés de projet et développement territorial sont à disposition aussi à OETH. D'accord. Par rapport aux métiers qui peuvent être concernés par Oasis, on a une question. Vous avez évoqué les métiers de l'intervention sociale. Est-ce qu'on a aussi les métiers de la santé comme aide-soignant et infirmier? Alors ça, c'est ce qu'on a en cours d'expérimentation qui s'appelle OA Santé. Donc orientation, accompagnement du secteur de la santé. Donc là, on n'est pas présent sur tous les territoires. On expérimente donc un format. Et donc oui, et c'est pareil, la liste est aussi sur notre site internet. On est en train de le développer en tout cas. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les employeurs qui se lanceraient dans ce dispositif, qui accueilleraient des personnes qui sont passées par Oasis pour faire que le recrutement, l'intégration de la personne soit durable en emploi? C'est vraiment tout bénéfique parce qu'en fait, c'est un recrutement sécurisé. Quand je dis c'est un recrutement sécurisé, c'est que déjà la personne, si elle arrive en stage ou pas, parce qu'on peut embaucher sans avoir accueilli en stage une personne, c'est une personne qui a complètement validé son projet professionnel, qui est sûre en fait que c'est ce qu'elle veut faire et poursuivre. Donc le conseil, je dirais, c'est juste d'y aller, puisqu'en plus il y a des aides. Il y a des aides qu'OETH apporte. Il y a des aides sur l'accueil en stage. Il y a une aide financière pour l'accueil d'un stagiaire dans le cadre du dispositif Oasis, donc une aide de 500 € pour l'accueil en stage. Et puis derrière, on va soutenir très largement, en complétant les aides de l'État, les financements de contrats d'alternance, que ce soit contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, puisqu'il y a une aide de l'OETH qui est de 10 000 € par année de contrat en fait sur ces embauches. D'accord. On a une nouvelle question sur ces dispositifs dont on a parlé pour des secteurs, on va dire, de la santé, s'ils sont adaptables sur d'autres secteurs d'activité. Alors, je ne sais pas si on parle hors action sociale et santé, mais quels sont les secteurs d'activité, en tout cas, qui sont concernés? Je pense que tous les secteurs pourraient être concernés. La chance d'avoir un accord de branche spécifique au secteur, ça permet d'avoir la structure qui permet de soutenir ce type de dispositif.
Après, ce que Monsieur Sicot évoquait là, les POC, c'est aussi beaucoup. Aujourd'hui, on est aussi sollicité au ETH. Donc là, il y a eu l'expérience d'Île-de-France où c'est le Cap Emploi qui a porté une POC, mais on commence à avoir de plus en plus d'employeurs qui nous sollicitent parce qu'ils créent leur propre POC sur des métiers bien déterminés pour qu'on vienne accompagner et soutenir la mise en place de ces initiatives qui préparent à l'entrée en formation. Alors, je vois que on n'a pas d'autres questions sur le dispositif Oasis. Alors, c'est une dernière. Est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail la différence entre les dispositifs OETH et le Cap Emploi? Alors, le Cap Emploi, il va raisonner par rapport à son territoire et aux besoins spécifiques du territoire. Donc, le Cap Emploi qui va porter par exemple une POC et qui va accompagner le Cap Emploi va accompagner des demandeurs d'emploi ou des salariés en situation de handicap, va proposer des projets, des initiatives, on va dire, qui vont être vraiment en lien avec les besoins des employeurs du secteur. OETH en tant qu'accord, nous, on est uniquement sur les besoins spécifiques à notre secteur d'activité et être à la recherche en fait d'expérimentation, d'initiatives, de projets qui visent à répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, que ce soit sur le volet embauche ou le volet maintien. Et donc, en fait, on crée du sur-mesure par rapport aux besoins. Donc, nous, c'est pas une POEC, on a créé un dispositif, on va dire, sur mesure par rapport aux besoins du secteur. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Marie-Mas. On va passer à une troisième initiative inspirante et cette fois, on met le cap sur la prévention. Alors, Sylvain Conangle, vous vous apprêtez à tester dans votre EHPAD un dispositif qui est intitulé SERPA. Vous avez adapté pour les équipes la grille québécoise SMAF, donc Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle des résidents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quelle situation et problématique cela répond et en quoi cela consiste, SERPA? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Alors déjà, avant de dire à quoi ça sert, je vais vous dire ce que ça représente et ce que ça veut dire SERPA. Parce que dans le monde médico-social, il y a beaucoup de sigles. Donc ça veut dire Système d'évaluation des risques par activité professionnelle. Voilà. Alors l'objectif effectivement de ce SERPA, c'est de passer d'une logique de prévention des risques globale, si vous voulez, à une logique de prévention de risques individualisée. Ce qu'on constate dans notre secteur médico-social, alors surtout chez le secteur des personnes âgées, je ne parlerai pas du handicap parce que je connais moins, mais le secteur des personnes âgées, malheureusement, on est lauréat et maillot jaune sur tout ce qui est TMS et RPS. Et il faut savoir que notre secteur dépasse le secteur aujourd'hui du bâtiment, ce qui est très préoccupant, notamment sur les fonctions d'aide-soignante et d'AES enfin, ou AMP. Il y a un taux de sinistralité absolument impressionnant. Donc ce constat, si vous voulez, nous a amené au niveau de l'institution à nous questionner, même si on a un taux d'accident de travail qui est sur à peu près en moyenne nationale, toujours est-il que nous considérons que nous pouvons mieux faire et nous pouvons améliorer effectivement tant les conditions de travail, mais surtout ce qui est important, et tout à l'heure quelqu'un l'a dit, c'est tout ce qui est la perception du travail. Je crois que le secteur aujourd'hui médico-social est en souffrance notamment de recrutement par rapport à l'image catastrophique qu'il a. Et cette image, on parle d'attractivité des métiers. Pardonnez-moi, mais je pense qu'il faut, avant de parler des métiers, parler de secteur. Parce que si le secteur a une image catastrophique, les métiers ne pourront pas suivre. Donc je me permets à chaque fois de rétablir quelque chose qui me semble important, c'est le secteur qui est en souffrance. Bien sûr, par ricochet, les métiers sont en souffrance également. Donc du coup, on a décidé, et vous l'avez dit, de s'ajuster et de se mettre en lien avec le SMAF, qui est un outil d'évaluation québécois. Alors que veut dire le SMAF? Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. C'est un outil qui a la particularité de passer d'une logique où on met le point sur la dépendance à une logique plutôt où on travaille sur l'autonomie fonctionnelle de la personne âgée. Donc ça veut dire que quelque part, c'est un changement de culture institutionnelle, un changement de paradigme sur les pratiques professionnelles, sur les postures professionnelles. Ainsi, on a créé un comité de pilotage dans un premier temps, qui est composé de l'École de la santé publique de Rennes, du Centre d'expertise de Sherbrooke au Québec, de la CARSAT, de la médecine du travail, la G2R, tous les membres de notre CSE, moi-même, mon adjoint de direction et toutes les personnes qui travaillent autour des ressources humaines. Et on a décidé de postuler un appel à projet
au niveau de l'OTH. Je ne sais plus le nom de l'appel à projet, toujours est-il que c'était un appel à projet qui avait des objectifs. Et ces objectifs, me semble-t-il, étaient clairs. Premièrement, on nous demandait de travailler sur comment favoriser l'insertion d'une personne en situation de handicap. Deuxièmement, comment prévenir effectivement l'apparition de TMS et de RPS dans le secteur médico-social et par ricochet, je vous dis, sur les métiers sous tension, aide-soignante et AMP. Et également essayer de maintenir effectivement l'emploi au maximum dans notre institution, mais comme dans d'autres, en sachant qu'on assiste de plus en plus dans le secteur dans son ensemble à une flambée des inaptitudes au travail, qui sont très préoccupantes également, sans possibilité forcément de reclassement derrière. Et enfin, je l'ai dit, mais je me répète, c'est quelque part rendre attractif le métier à travers le secteur, et notamment par rapport à quelque chose qui est assez générique, que tout le monde emploie aujourd'hui, c'est la qualité de vie au travail, mais bon, qui demande effectivement de creuser un peu ce qu'on met derrière la qualité de vie au travail, parce que c'est tellement générique et tellement large qu'il ne suffit pas de le dire, mais il faut des actions concrètes sur le terrain. Et c'est pour ce faire que nous considérons que le travail qu'on a entamé, qu'on a mis en fonctionnement opérationnel, on va dire, est un pilier aujourd'hui de la qualité de vie au travail pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors concrètement, ce SERPA, finalement, passe d'une logique que j'ai toujours défendue depuis des années, c'est que si on veut parler de démarche qualité, il faut éviter de placer systématiquement le résident au centre du débat. Alors c'est quelque chose qui choque à chaque fois, peut-être qu'il y aura des réactions, mais je les assumerai. Je pense que le résident doit être placé, bien sûr, c'est une préoccupation, mais je préfère placer le résident au centre et le professionnel au cœur aussi de nos préoccupations. C'est-à-dire que c'est une logique, c'est un duo qu'on ne doit pas négliger. Et je rajouterai presque une tierce personne qui vient se rajouter, c'est l'aidant. Parce qu'avant, on avait le résident et la personne et le professionnel. Aujourd'hui, je dirais on travaille en tripartie avec l'aidant qui occupe un rôle de plus en plus important et de plus en plus à prendre en considération, notamment en période de pandémie, on l'a vu, ça a été une donne très importante. Et les structures qui ont eu des problèmes par rapport à ça, c'est souvent un problème de communication, mais pas que, un problème aussi d'information, mais également de réussir à déculpabiliser les familles qui arrivent de plus en plus dans des états très complexes au niveau des structures pour accompagner effectivement leurs proches. Donc ce SERPA, quelque part, il a la particularité d'évaluer, je dirais, les risques inhérents. Je crois que le terme inhérent est important. L'accompagnement donc d'une personne à partir de l'évaluation. Alors vous l'avez dit, SMAF, mais je crois que on m'a conseillé et on m'a demandé de ne pas rester arc-bouté sur le SMAF parce que tout le monde n'utilise pas le SMAF et d'autres utilisent d'autres outils d'évaluation, notamment le RAI, qui est un très bon outil également. La grille Agir, bon, beaucoup de gens le savent, je ne vais pas dire que c'est un bon outil parce que je ne le pense pas, mais c'est un outil qui existe, il faut faire avec. C'est un outil qui ne sert à rien, si ce n'est à octroyer le budget à pas. C'est déjà pas mal, mais globalement, ça fait des années qu'on doit le modifier et l'améliorer. Il n'y a pas grand-chose de fait. Donc, on est obligé d'utiliser la grille Agir pour des structures qui veulent rentrer dans la démarche SERPA. Parce qu'encore une fois, tout le monde n'utilise pas d'autres outils d'évaluation. Ce n'est pas un problème, parce que plus on va avancer avec le SERPA, plus on va voir que la grille Agir aussi a ses limites. Parce que s'il y a autant d'accidents de travail dans le secteur médico-social, c'est aussi parce que les personnes âgées sont mal évaluées. Et si une personne âgée est mal évaluée, il est très difficile d'aller évaluer le risque inhérent à la prévention des risques TMS et RPS, CQFD. Mais malheureusement, ça fait quelques années que j'en parle et qu'on en parle, je ne suis pas le seul. Et c'est une des problématiques où on connaîtrait mieux le résident, on connaîtrait mieux quelque part les risques liés à la manutention des résidents, mais également liés à la relation avec le résident, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui arrivent avec des troubles cognitifs très importants et avec des notions de violence, d'agressivité, qui fait que les RPS aujourd'hui se transforment aussi, les TMS se transforment aussi en RPS, pardon, sans compter le poids des aidants que j'ai dit tout à l'heure, qui malheureusement arrivent dans des situations difficiles et ont tendance à culpabiliser aussi les professionnels. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une vision très précise, individualisée pour chaque résident. Je pense que quelque part, ce SERPA
est fait pour, bien sûr, améliorer les conditions de travail, mais c'est lié à améliorer aussi les conditions de vie des résidents. Parce que plus un résident, on connaîtra les risques qu'il peut provoquer, plus on pourra effectivement ajuster l'intervention en fonction de ses besoins et de ses attentes. Je crois que ça aussi, c'est très important. Alors, le SERPA. Alors Sylvain Conan, excusez-moi de vous couper, juste concrètement, du coup, comment se passe l'évaluation individualisée de ces risques pour les personnels et comment est-ce qu'on passe ensuite à un plan d'action? Alors, j'allais y arriver justement. Donc, par rapport à ça, le SERPA, si vous voulez, il y a l'évaluation qui est faite au niveau de la grille Agir ou de la grille SMAF et qui décline avec un système de cotation qui a été fait par un cabinet d'ingénierie qui décline immédiatement le risque inhérent au niveau TMS et RPS. Il faut savoir que c'est chaque item du quotidien, on va dire, de la personne âgée. Ça va des actes de la vie quotidienne, surtout aussi sur tout ce qui est manutention, l'aide au lever, l'aide au coucher, le transfert du lit au fauteuil, l'aide au repas, l'aide à la toilette, etc. Mais on a considéré, le comité de pilotage a demandé à modifier cette logique automatique, et il faut se méfier de tout ce qui est automatique, effectivement, en rajoutant ce qu'on appelle des variables significatives qui peuvent avoir effectivement une incidence concrète sur le SERPA. Donc, je répète, logique, évaluation, Agir ou SMAF qui décline automatiquement effectivement les risques inhérents en matière TMS et RPS, mais avec 3 familles de variables significatives qui sont l'ergonomie, l'architecture, qui sont l'entourage et bien évidemment qui touchent tout ce qui est autour du support institutionnel, tout ce que peut apporter l'institution avec une double entrée, l'entrée extérieure, c'est-à-dire par exemple, je prends un exemple concret, le HAD qui intervient peut soulager les équipes. Il est évident que le risque RPS notamment n'est pas le même si on a la chance d'avoir une équipe mobile qui vient de l'hôpital, si on a du HAD, que s'il n'y a personne et si les professionnels sont livrés à eux-mêmes. Pour également aller dans le sens de votre question, bien évidemment, ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir qu'on fait un SERPA, c'est également, bien sûr, pour améliorer, je viens de le dire, les conditions de travail, pour envoyer un message très fort au niveau des écoles d'aides-soignantes et des infirmières aussi, parce qu'il faut savoir que contrairement à tout ce qui est dit par la presse, les médias, etc., ce n'est pas uniquement le salaire qui pose problème dans notre secteur. Bien sûr que c'est un élément très important, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, j'interviens à l'occasion dans des écoles. Le principal refus de venir travailler en EHPAD aujourd'hui, ce n'est pas le salaire, c'est surtout la peur de se blesser, la peur de s'épuiser, la peur de ne pas y arriver. Et je crois que c'est très important de ne pas rester bloqué uniquement. Alors, il y a le Ségur, etc., c'est très important, mais c'est pour ça que ce SERPA, moi, je veux aussi que ça soit un signal très fort envoyé aux futurs professionnels, mais aussi aux professionnels qui sont dans le secteur pour qu'ils restent, de dire, on vous a entendu, il est temps qu'on se réveille, qu'on mette en place des conditions de travail légèrement améliorées, voire très améliorées. Alors bien sûr, je sais, on va me dire, oui, mais ce n'est pas le problème parce qu'il faut rajouter des postes. Bien évidemment que lorsqu'on aura des ratios d'aides-soignants et d'AMP en plus, ça sera encore mieux, mais c'est un début. Et enfin, donc, toutes ces évaluations doivent servir à quelque chose, bien évidemment. Et il y a des plans d'action qui sont générés. Il faut savoir que tout se traite dans ce projet en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un directeur dans son bureau qui va vous faire les évaluations, c'est une équipe pluridisciplinaire et les plans d'action sont faits, bien sûr, en partenariat aussi avec la médecine du travail quand ça nécessite des améliorations de poste ou des adaptations de poste. Et également, ça peut être tout simplement aussi inviter le médecin coordonnateur parce qu'il peut y avoir aussi des perturbations liées à la manutention causées par des mauvais traitements, des mauvaises prescriptions médicales. On vient de le voir là, il y a un jour en testant le SERPA. Donc il peut y avoir tout un tas de notions très simples, très faciles à régler et finalement qui perturbent énormément les professionnels au quotidien. Alors Sylvain, où est-ce que vous en êtes dans votre EHPAD justement de la mise en œuvre de ce SERPA et quelles sont vos attentes pour la suite? On a commencé, alors déjà on a fait valider la dernière réunion où était Marie, mine de rien, tout ce qui est
qu'on appelle ça tableau Excel, etc., pour valider les liens de corrélation, ce que je viens d'expliquer, les variables. Il y a eu quelques remarques, donc il a fallu s'ajuster. Et là, on est en train de le tester dans 3 services qui ont été identifiés. Alors, comment ils ont été identifiés? J'aurais dû le dire aussi. C'est la médecine du travail qui a fait un questionnaire à l'ensemble des professionnels, si vous voulez, pour faire une photographie à un moment donné sur le ressenti de douleur que les professionnels peuvent avoir. On a eu un retour assez important, puisque je crois qu'on a eu de mémoire plus de 70% de questionnaires qui ont été retournés. Donc on a choisi, c'est pas nous qu'on a choisi, c'est les membres du CSE qui ont choisi ces 3 services, au regard notamment du nombre d'accidents de travail et également du ressenti des professionnels, mais également au niveau de l'architecture. Parce que chez nous, c'est pas très homogène, si vous voulez. On a des bâtiments neufs, on a des bâtiments anciens, des bâtiments fonctionnels. Et donc le choix a été sur 3 services. Alors quelles sont mes attentes? C'est déjà de terminer l'ensemble des services, c'est-à-dire qu'on en a 10, donc on va terminer l'ensemble des services, mais également de pouvoir effectivement s'ajuster, parce qu'on a conscience que c'est une expérimentation quelque part, donc il va y avoir des ajustements à faire. La force de ce comité de pilotage, c'est qu'on a des personnalités très fortes qui sont là, qui amendent et qui actualisent en permanence ce projet-là. Et donc, du coup, mes attentes sont très simples, c'est-à-dire, premièrement, de réajuster en fonction des retours, et deuxièmement, bien évidemment, qu'il y ait un retour sur investissement, entre guillemets, pour qu'on ressente que ce projet-là puisse diminuer les taux d'accident de travail et les maladies professionnelles au niveau institutionnel. Mais il n'y a pas que ça. Je le redis, envoyer un signal très fort au niveau des futurs professionnels pour qu'ils aient envie de venir travailler chez nous. Mmh. Alors, dernière question avant de passer à la prochaine intervention. Est-ce que, là on parle d'un dispositif que vous mettez en place dans votre EHPAD, mais est-ce qu'il a vocation à être reproductible et essaimé dans d'autres structures, dans le champ du grand âge, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité du secteur social et médico-social? Après, je pense que votre question est intéressante, mais peut-être c'est un peu prématuré de parler de transfert, même si vous avez raison, le but de mettre des DRJ dans un projet, c'est que ça soit transférable. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors moi, on en a parlé au dernier COPIT, justement. Moi, c'est pas moi qui déciderai de quoi que ce soit, puisque je pense que l'OTH aura bien sûr son mot à dire là-dedans. Moi, j'ai juste dit, et ça a été validé par le comité de pilotage, qu'avant il y a déjà des structures, moi, il y en a 2 déjà qui veulent partir dans l'aventure. La CARSAT souhaite l'expérimenter au niveau de 2 ou 3 structures. Je pense qu'il faut des prérequis avant de lancer le dispositif. Moi, j'en ciblerai plusieurs. Le premier prérequis, il faut une culture du management, entre guillemets, de la bienveillance ou management coopérant. La deuxième notion fondamentale, à mon avis, c'est qu'il faut être à jour au minimum des documents réglementaires qui sont réglementaires par rapport à la CARSAT notamment. Je parle du document d'évaluation des risques, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il est hors de question de partir dans cette aventure-là si on n'est pas à jour des documents obligatoires. Je trouve que ça serait paradoxal. Et ensuite, je pense qu'il faut une volonté très forte du conseil d'administration et de la gouvernance et de la direction, parce que quelque part, c'est pas un changement d'orientation, mais politiquement, c'est un message qui est envoyé qui demande une validation, à mon avis, au niveau des instances, et surtout un engagement très fort. Mmh. Écoutez, je pense que le message est bien passé. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Marie-Masse, est-ce que, au regard de ces 3 initiatives, à vous l'honneur de la synthèse pour pouvoir faire le lien donc entre la politique handicap et l'attractivité, et puis surtout comment est-ce que OETH peut aider les employeurs? Quels sont les outils à leur disposition? Oui, Noémie, moi je tiens à remercier quand même les 2 interventions donc de Monsieur Konangle et de Monsieur Sicot, puisqu'on voit que le sujet du handicap est au centre, mais finalement, la question de l'attractivité peut être abordée sous différents plans. Aujourd'hui, on a parlé donc d'initiatives, et ces initiatives, la thématique du webinaire est intéressante, sont vraiment inspirantes en fait pour le secteur. On voit qu'on peut aborder la question au travers de l'emploi, comment on favorise l'accès, quels dispositifs, quels projets on met en place pour pouvoir permettre l'accès, mais aussi on peut pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on
veut rendre notre secteur attractif, et ben ça passe aussi par la question de comment préserver la santé des salariés de ce secteur et de s'intéresser aussi à comment anticiper les inaptitudes, comment accompagner les personnes en situation de handicap qui pourraient rencontrer des problématiques. Et donc là, à ce niveau-là, au ETH, on est vraiment en plein champ. Et donc on voit à travers ces témoignages et ces expériences que intégrer la question du handicap dans les enjeux RH actuels du secteur, on voit que c'est un levier majeur pour l'attractivité. Donc moi, mon message en termes de conclusion que j'aurais envie de dire, c'est vous qui nous regardez là aujourd'hui, c'est vraiment si vous avez envie d'agir, mon conseil c'est de vous adresser à ETH. On est là pour vous soutenir, on est là pour mettre en place et développer des projets, mais on est aussi là pour soutenir les initiatives, que ce soit de nos adhérents ou de partenaires, que ce soit pour favoriser l'emploi, l'accès à l'emploi, comme anticiper les risques et accompagner. Donc par rapport à ce que Monsieur Conang l'expliquait, c'est que grâce à cet outil, notamment SERPA, l'idée derrière, c'est après de travailler sur des plans d'action. Et donc finalement, on crée des projets pour après pouvoir évoluer avec des actions d'accompagnement donc plus individualisées. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est finalement essayer, innover. On est là pour vous accompagner. On a une équipe, on est une petite équipe à ETH, mais on a une activité donc développement et innovation. On a également des chargés de développement, des chargés de projets et de développement territorial qui sont là en fait en proximité pour vous accompagner dans vos initiatives, dans la construction de vos politiques handicap et les différents niveaux que ça peut impliquer. Monsieur Conang l'a expliqué, il a répondu en fait à un appel à projet OTH. Donc tous les ans, OTH lance en fait 2 campagnes d'appel à projet pour soutenir les initiatives de nos adhérents en termes d'emploi, donc d'emploi, accès à l'emploi, de maintien ou de politique handicap. Donc dans le cadre de ces campagnes, en fait, on peut vous accompagner dans vos projets et les soutenir. Il y a une autre initiative qui est également en cours, on est en partenariat avec la Croix-Rouge 21 et donc le programme 21 OETH, où là des entrepreneurs en fait ou des intrapreneurs du secteur pourraient très bien postuler pour être accéléré et donc en mode incubation en fait avec le dispositif 21 OETH. Et après, bien sûr, en fonction de tous les besoins, on est là pour accompagner, que ce soit situation individuelle, l'accompagnement des parcours des personnes, des transitions professionnelles, mais également voilà des structurations de politique handicap ou autres. Le message de fin que j'aurais envie de dire, c'est plus on met en place de choses, plus on développe l'accès à nos métiers, plus on œuvre sur le maintien, la prévention du handicap, plus finalement le secteur sera attractif. Très bien, écoutez, merci beaucoup Marie pour cette superbe conclusion. Merci aussi à l'ensemble des intervenants, Pierre-Marie Lasblaise, Emmanuel Sicot et Sylvain Conangle pour avoir partagé leurs regards, leurs expériences. Nous espérons que cela vous aura inspiré et donné des outils, des leviers pour mener ce type d'action dans vos établissements et services. Vous pourrez consulter le replay, bien sûr, de ce webinaire qui vous sera envoyé par mail et il sera aussi hébergé sur le site d'OETH et de Direction. N'oubliez pas non plus de consulter le magazine Direction qui chaque mois publie des fiches pratiques et des outils notamment sur ces sujets. Voilà, nous espérons que ce webinaire vous aura éclairé. Merci à toutes et à tous pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée. Vous disons à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.